Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce grand entretien de Ciel et Espace enregistré en public à la Cité internationale universitaire de Paris, en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la ville de Paris, et l'Association française d'astronomie, donc l'éditeur de Ciel et Espace, qui publie en ce moment d'ailleurs 2 numéros originaux. Son numéro 600 qui s'intitule Où irons-nous habiter ? C'est une vraie question. Et c'est en lien aussi avec l'entretien que nous avons aujourd'hui. Premier cadeau. Et le second, donc, qui paraît très prochainement, qui est un hors-série consacré aux découvreurs de l'univers d'Aristote à Einstein, donc un peu sur l'histoire de l'astronomie. Second cadeau. Et donc, c'est avec, je dirais qu'est en lien évident, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille notre invité, l'astrophysicien Alain Riazuelo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alain, vous êtes chercheur CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, l'IAP. Vous travaillez sur de nombreux sujets, mais en particulier la topologie de l'univers, les trous noirs, la formation des grandes structures. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres, dont 10 scénarios pour la fin du monde, qui paraît chez Tana Éditions et qui sera demain dans les très très bonnes librairies. Mais c'est pas votre seul livre, vous en avez d'autres. Je peux citer L'incroyable aventure de la Terre, les trous noirs, donc ça c'est 2024, c'était l'an dernier. Pourquoi E égale MC2, pourquoi la Terre est ronde, etc. Vous êtes un auteur prolixe, un auteur très agréable à lire. Je tiens vraiment à le dire. Et je voudrais savoir, c'est ma première question, c'est pourquoi un livre sur la fin du monde ? Les fins du monde, plus exactement. Alors, c'est un sujet difficile. C'est pas un sujet qu'on peut faire pour commencer dans l'édition, c'est vrai. Et donc, comme j'avais fait plusieurs livres qui avaient raisonnablement marché pour des livres scientifiques avec mon éditrice, Olivier Recazins, lors du brainstorming qu'on a fait à l'issue du précédent, j'ai proposé la fin du monde, parce que ça me semblait être un sujet porteur, ça me semblait être le moment pour en parler, voilà. Ouais. C'est si le monde va mieux dans un an, ça sera trop tard, et s'il va beaucoup moins bien, ça sera aussi trop tard. Et puis il y a une autre raison, c'est que en fait, j'ai confusément su que j'avais envie d'écrire des livres quand j'ai lu 2 articles de Ciel et Espace qui ont été écrits il y a un quart de siècle sur le sujet par un de vos anciens journalistes, qui s'appelle Serge Jaudrat, donc que j'ai remercié dans le livre, comme vous, puisque vous étiez déjà aux manettes. Et j'avais envie d'écrire là-dessus parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on croit. Il y a beaucoup plus de choses à dire. Et tout le monde connaît l'histoire passée de l'univers, mais on raconte jamais l'histoire future. C'est beaucoup plus long, donc c'est, à mon avis, au moins aussi intéressant. Alors, vous racontez, je dirais, l'histoire future, tout en faisant référence au passé, évidemment, puisque c'est une histoire temporelle. Vous nous expliquez que l'histoire des fins du monde a une histoire elle-même. Mais à partir de quand est-ce que les scientifiques, ou ce qu'on peut dire être la science, s'intéressent à l'histoire de la fin ? Est-ce que c'est à partir du moment où on comprend qu'il y a une origine au monde ? Alors effectivement, les premières discussions, c'est sur l'origine. C'est alors si on parle de l'Occident, au milieu du XVIIIe siècle, il y a Buffon qui est le premier à dire que la chronologie biblique d'un monde créé 4000 ans avant Jésus de Nazareth, que ça tient pas. La Terre est un objet qui était chaud à sa formation, et il faut beaucoup plus de 4000 ans pour qu'elle se refroidisse. Donc Buffon est le premier à dire la religion se trompe, et la science a sans doute moyen de trouver des méthodes de datation. Donc ça, c'est la première chose. Et l'étude de la fin, en fait, c'est un siècle plus tard, quand on commence à réfléchir, si la Terre est vieille et qu'il y a des fossiles aussi loin qu'on creuse, la vie est vieille, donc le Soleil est vieux. Donc le Soleil est une source d'énergie qui un jour se tarira. Et si elle se tarit, ça sera la fin.
Et donc la recherche de la source d'énergie du Soleil, qui est un problème d'aujourd'hui, hein, voilà, pourquoi le Soleil brille, ça s'accompagne inévitablement du quand est-ce que ça va s'arrêter et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Et donc ça, c'est fin du 19e siècle. Mais la science apporte quelque chose. La science apporte une histoire documentée quand même. Au début, on se trompe en fait. On se trompe parce que on connaît pas l'énergie nucléaire. Donc on voit pas qu'est-ce qui pourrait permettre au Soleil de briller pendant des centaines de millions d'années comme les mesures géologiques le suggèrent. Et donc le seul moyen de réconcilier les lois physiques de l'époque et la géologie, c'est de se dire qu'on surestime un peu les durées géologiques et qu'en fait ça dépasse pas les 100 millions d'années. Et que 100 millions d'années, c'est aussi le temps pendant lequel le Soleil va briller. Donc la fin du monde est littéralement pour demain. Et quand on commence à comprendre les choses, on comprend mal, on se trompe, et le hasard fait que on croit à tort que on en a plus pour très longtemps. Donc de toute façon, ça finira mal pour l'homme, quoi qu'il arrive. Oui, on va tous mourir en fait. C'est ça. Alors, c'est ça. Et c'est très bien que vous me disiez ça, parce que pour moi, l'histoire de la fin, c'est finalement de quoi parle-t-on ? C'est-à-dire, le mot fin, c'est un peu un mot valise, et pour l'être humain, l'histoire de sa fin, c'est l'histoire de sa mort. On est d'accord ? Ouais. Et là, on élargit, on agrandit le cercle, on regarde la fin en tout cas c'est votre travail sur ce livre, la fin de l'humanité, la fin de la vie, mais aussi la fin des astres sur lesquels on gambade, la fin du Soleil, la fin de la galaxie. Qu'est-ce qui vous a, je dirais, vous, le plus amusé à investiguer ? En fait, il y a une motivation aussi à écrire cette histoire, c'est que il y a des tas de livres, des tas d'articles de Ciel et Espace qui racontent l'histoire de l'univers, et qui partent du Big Bang jusqu'à maintenant, forcément. Et donc l'humanité arrive 2 millions d'années avant aujourd'hui, sur 14 milliards d'années d'existence. Et donc on est à la fin de l'histoire. Et il y a toujours cette ambiguïté entre fin et finalité. D'ailleurs, c'est une des significations du mot fin. Hein. Ouais. Et en fait, si on regarde l'histoire future, c'est le contraire, puisqu'on disparaît en premier et l'histoire continue sans nous. Et donc c'est ça aussi que je voulais raconter, c'est que le vivant disparaîtra bien avant l'univers, et l'univers continuera sa route, sa trajectoire dans l'espace-temps. Et c'est un côté un peu vertigineux, un peu absurde. À quoi sert l'univers maintenant qu'il n'y a plus la vie ? Mais on pourrait dire, oui, la vie n'est qu'un épisode assez bref dans l'histoire de l'univers qui va s'étaler très longtemps. Et j'avais envie aussi d'offrir cette perspective-là, qu'on n'est vraiment pas au centre de tout. Alors, vous m'avez fait découvrir une chose qui pour moi, est très positive. Avant qu'on discute de la fin des choses et surtout de ce que la science nous dit, ou en tout cas jusqu'où est la limite, vous dites à un moment donné dans ce livre que on vit une période absolument magnifique parce que toutes les étoiles sont allumées, que l'univers est visible. On voit des galaxies absolument partout, des étoiles absolument partout. Ça naît beaucoup moins qu'avant, mais ça continue à naître. On découvre des planètes, etc. Et quand vous avez le regard prospectif sur le futur, on va parler de ce futur, c'est moins joyeux parce que l'univers va s'appauvrir en termes de gaz pour fabriquer des étoiles, les galaxies vont s'éloigner, etc. Et vous dites, on a de la chance, on vit au bon moment. J'ai trouvé ça drôle. On vit à la fois l'époque où on peut investiguer le passé, puisqu'on voit l'écho lumineux du Big Bang, on voit les galaxies, et on vit à l'époque où on peut commencer à avoir une idée de l'évolution future de l'univers. Et si on vivait beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard, l'une de ces deux choses serait beaucoup plus difficile d'accès, donc c'est probablement un hasard. En tout cas, on n'a pas de justification qu'il existe une époque où on peut à la fois connaître le passé et penser pouvoir prédire le futur, et c'est maintenant, c'est là où on est. Donc finalement, pour les scientifiques, on vit une époque formidable. Faut le dire vite, c'est vrai, voilà. Alors, tout au long de cet ouvrage, vous nous emmenez dans des dimensions d'espace et de temps. Alors l'espace, on est habitué généralement avec les astronomes, même si on a un peu de mal, mais en tout cas, il y a des grandeurs. Et vous faites beaucoup de travail sur la vulgarisation des grandeurs. Alors,
quand on joue au loto et qu'on se dit on va gagner, je sais pas, des millions, on se rend compte à peu près de ce que ça fait. Dès qu'on est dans le milliard, je dirais qu'on perd pied. Mais là, on va rentrer dans des échelles où effectivement le milliard devient quelque chose de courant, voire de banal. Comment est-ce que vous en êtes sorti pour essayer d'expliquer ces grandeurs, ces dimensions et quel chemin vous avez parcouru pour y arriver? Mais en fait, c'est quelque chose à quoi on est en partie habitué en astronomie, c'est qu'on manipule des chiffres astronomiques, des unités de masse, de distance, qui n'ont pas d'équivalent sur Terre. La Terre est trop petite pour que vous ayez plus qu'une masse terrestre sur Terre. Et donc finalement, on finit par s'habituer à des nombres plus grands, mais on peut pas se les représenter. Mais à défaut de se les représenter, on est habitué à ce que j'appelle dans le livre la musique des nombres. La poésie, hein. La musique plutôt que la poésie, c'est-à-dire, c'est des notes qui sont pas habituelles, mais à force de les entendre, voilà, on peut les conceptualiser, on peut faire jaillir des nombres d'une nécessité mathématique. Et donc voilà, on peut pas se représenter ce que c'est 12 milliards d'années qui est l'espérance de vie du Soleil, mais on peut par le calcul dire d'où ça vient. Et là, en fait, on sort de la zone de confort des astrophysiciens, parce que quand on parle du futur, on parle d'échelles de temps qui sont plus longues que celles qui se sont déjà passées. Et donc, il faut accepter d'être surpris, d'être dérouté. Et une fois qu'on a assimilé ça, prendre plaisir à lire. Mais il y a ce côté presque initiatique. Voilà, j'espère que quand vous avez lu le livre, j'espère que quand les auteurs, les lecteurs le liront, ils auront cette même impression que chaque fois il y a un chiffre plus grand que le précédent qui les surprend et demande où ça va s'arrêter. Donc, Alors on démarre. Nous, humanité, nous sommes là depuis 2 millions d'années. Voilà, ça dépend où commence l'humanité, ou ses prédécesseurs, mais oui, typiquement la vie est apparue assez tôt. Voilà, au moins depuis 3,4 milliards d'années, probablement 3,8, peut-être un peu plus de 4, on ne sait pas trop. Plus remontons, en fait, moins les traces sont flagrantes. Ouais. Alors, notre première échéance physique, si je puis dire, pour la fin, a supposé que on survive. Je dirais, si on regarde nos prédécesseurs vivants, je pense aux dinosaures en particulier, 65 millions d'années, ont tous disparu, mais ils ont été là au moins pendant 200 millions d'années, il reste quelques survivants, je parle pas des hommes politiques, mais des oiseaux. Et la prochaine échéance, c'est la Terre elle-même, c'est-à-dire la prochaine échéance dure, vous dites, c'est dans 1,5 milliard d'années, où là, on perd la biosphère. Pourquoi ? Ouais, on perd la biosphère parce qu'une étoile de type solaire, pour des raisons de structure interne et de physique stellaire, brûle ses réserves à un rythme qui augmente légèrement au cours du temps. Donc le Soleil jeune était 30% moins lumineux que le Soleil actuel, ce que la Terre a compensé parce que la Terre primitive avait une atmosphère beaucoup plus riche en gaz à effet de serre. Donc depuis 3 milliards d'années, la vie existe grâce à l'effet de serre. Le problème, c'est que quand le Soleil va devenir de plus en plus brillant, même s'il y a 0 effet de serre, ça va être trop chaud. Et donc, la fin de la biosphère, c'est le Soleil qui rend la Terre inhabitable, parce que la Terre est désormais trop proche du Soleil. Non pas parce qu'elle aura migré, mais parce que le Soleil est plus brillant. Et trop proche du Soleil parce que le Soleil est devenu plus brillant, plus chaud. Voilà, l'éclat du Soleil, c'est plus 5 à 10% par milliard d'années. Donc aujourd'hui, on a un effet de serre qui réchauffe la Terre de quelque chose comme 30 degrés. S'il y a 0 gaz à effet de serre, la température moyenne sur Terre passe de plus 15 à moins 19 degrés. Donc ça serait froid. Et d'ici 1 milliard d'années, d'ici 1 milliard ou 2 d'années, la température moyenne de la Terre va augmenter à un point qui va faire que les océans vont se mettre à bouillir tôt ou tard. Donc bouillir, ça veut dire 100 degrés. Ça veut dire 100 degrés. Et comme la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, le plus gros contributeur de l'atmosphère pour l'effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Hein. Et donc la vapeur d'eau va nous embêter. Donc ça chauffe à 100 degrés, les océans s'évaporent. Voilà. On se transforme en Vénus ? Alors, pas tout de suite, parce qu'en fait, l'inertie thermique des océans est telle que la température des océans ne peut pas dépasser les 100 degrés, forcément.
Tant que ça bout, ça dépasse pas les 100 degrés. Et l'atmosphère va se saturer en vapeur d'eau, et puis la vapeur d'eau va s'échapper de l'atmosphère. Donc il y aura une sorte d'équilibre où la température va être largement supérieure à 100 degrés partout. Mais ça va pas monter en flèche tant qu'il y a de l'eau à évaporer. Et puis quand il y a plus d'eau à évaporer, là, ça remonte en flèche à nouveau. Parce qu'il n'y a plus l'effet régulateur des océans. Donc la seule question qui se pose, c'est en gros, est-ce que les océans s'évaporeront rapidement ou pas trop rapidement? Est-ce que c'est moins d'1 milliard d'années ou est-ce que c'est 1,5 milliard d'années? Mais de toute façon, dès que ça commence à bouillir, c'est fini, quoi. Oui, j'imagine. Voilà. Oui, oui. C'est difficile de rester dans un... Voilà, c'est ça. Même si vous réfugiez sous terre, au bout d'un moment, voilà. 400 degrés, vous dites, à la surface de la planète. Voilà, c'est ça. C'est que pendant l'évaporation, ça va être un peu au-dessus de 100, mais pas beaucoup plus. Et alors, dans les modèles qui sont faits, on suppose que tous les océans ont une profondeur exactement identique. Donc, la fin voilà, on passe de 60% de surface océanique à 0 au moment où le dernier millimètre s'évapore. Hein, c'est comme ça que et quand on s'amuse à modéliser ça, alors la température monte en flèche à ce moment-là. Mais ce qu'on appelle la zone habitable, à ce moment-là, c'est-à-dire l'endroit où l'eau est solide, liquide, gazeuse dans ces 3 états, c'est déplacé. Et là, on peut peut-être faire le voyage vers Mars. Alors, on peut peut-être, sauf que il n'y a pas d'eau liquide sur Mars, parce qu'il n'y a plus d'atmosphère sur Mars. Voilà, l'astrophysique nous explique que les planètes retiennent leur atmosphère d'autant plus facilement qu'elles sont massives. Et donc, s'il n'y a plus d'atmosphère sur Mars, c'est que Mars est 10 fois moins massif que la Terre et qu'elle a perdu son atmosphère. Et s'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau liquide. Donc, la biosphère, la vie, tout ça, c'est plié, c'est mort, 1,5 milliard d'années, à peu près. Voilà, c'est ça, au maximum. Il y a des querelles de spécialistes pour savoir exactement le scénario détaillé, etc. Bon, j'ai pas voulu rentrer dans cette querelle-là, mais disons que voilà, tout le monde est d'accord pour dire qu'au bout d'1,5 milliard, c'est fini. Le Soleil, alors l'étoile autour de laquelle on tourne est là depuis 4,5 milliards d'années environ. Le Soleil, lui, on connaît généralement un peu l'histoire quand même. On sait qu'il va grossir, qu'il va devenir plus chaud, qu'il va avoir des problèmes de carburant, il va octer, etc. Enfin, il va se transformer. Il disparaît quand? Alors, il va commencer à grossir notablement d'ici 5,5 milliards d'années. Donc, ça fera 4 milliards d'années qu'on sera plus là. Et dans les 2 milliards d'années qui vont suivre, donc entre 10 et 12 milliards d'années depuis sa naissance, il va progressivement grossir, d'abord d'un facteur 10 en à peu près 2 milliards d'années, puis d'un deuxième facteur 10 en 100 millions d'années, puis encore d'un facteur 2 très rapidement. Et au bout d'un moment, le Soleil va faire plus de 250 fois sa taille actuelle, ce qui est une mauvaise nouvelle, non plus pour nous, puisqu'on sera mort, mais pour la Terre, puisque la distance Terre-Soleil, c'est 210 fois son rayon, quelque chose comme ça, ou 220 fois. Et donc, si la taille du Soleil augmente de 250 fois, l'orbite de la Terre sera dans le Soleil. Et donc, voilà, deuxième étape un peu critique pour la Terre, c'est ce moment-là où, selon toute vraisemblance, même s'il y a des incertitudes, la Terre va se faire happer par le Soleil quelques millions d'années après Mercure et Vénus, qui étant plus proches, ont connu le même destin un peu plus tôt. On voit ça actuellement dans d'autres systèmes. On voit des étoiles devenir géantes et je dirais manger, entre guillemets, leurs planètes autour. Alors, ce qu'on a vu récemment, c'est une planète gazeuse se faire happer par son étoile parce que c'est un Jupiter chaud qui a migré très près de son étoile et qui n'a pas arrêté sa migration. Donc ça, on a vu une planète gazeuse se faire happer, mais c'est pas tellement l'étoile qui a grossi que l'orbite de la planète qui s'est usée. D'accord. Je suis pas sûr que ça fasse un énorme feu de joie, la Terre qui se fait happer par le Soleil, qui sera extrêmement lumineux à cette époque-là. Il sera 2000 fois plus lumineux qu'aujourd'hui. Petit caillou qui fait un 300 millième de sa masse, puis il tombe dessus. Ça sera pas trop spectaculaire, en fait. Mais il y a une chose qui m'a totalement fasciné dans ce que vous écrivez. Vous dites, parce que vous discutez beaucoup, est-ce que la planète va être absorbée ou pas? C'est pas sûr, parce qu'il peut y avoir des modifications comment dire, de trajectoire, ou en tout cas d'orbite, en fonction de plein de raisons. Mais il y a une chose qui m'a fasciné, c'est, vous dites à un moment donné, si la Terre est absorbée par le Soleil, donc elle va être mangée, elle va tomber dans le Soleil, alors le jour où le Soleil va expulser une partie de sa matière, donc en mourant, 15% de nos atomes à nous, donc 15% de la Terre,
repartiront dans l'univers. Ça veut dire que même si on est mangé par le Soleil dans le futur, il y a encore 15% de ce qui nous constitue aujourd'hui, de nos atomes, qui part ailleurs. Voilà, et qui pourra peut-être participer à d'autres formations stellaires et donc à d'autres planètes. Donc je m'étais amusé dans un autre livre que vous avez cité, L'incroyable aventure de la Terre, à faire le calcul. Donc le Soleil va perdre de la masse avant de happer la Terre, il va perdre encore 15% de sa masse après avoir happé la Terre. Donc 15% de la masse de la Terre sera rendue au milieu interstellaire, c'est le chiffre que vous avez cité. Je dis, supposons que cette masse-là, mélangée à ce qu'il faut de milieu interstellaire, participe à la formation d'un système stellaire avec des planètes. 15% de vos atomes, c'est une dizaine ou une douzaine de kilos, ça dépend de votre IM2. Une petite, un 300 millième de ces atomes seront dans la future Terre qui sera éventuellement autour de cette étoile. Une infime fraction de ces atomes seront dans la biosphère de cette planète. Imaginons que vous ayez un séquoia extraterrestre de 10 tonnes. Dans ce séquoia extraterrestre de 10 tonnes, il y a un atome de chacun d'entre nous sera dans ce séquoia-là. Donc on sera tous rassemblés, on sera éparpillés de façon puzzle. Ouais. On aura un atome à nous dans un séquoia, puis un atome à nous dans un autre séquoia, ainsi de suite. Mais voilà, chacun d'entre nous, on aura un petit bout de nous-mêmes dans d'autres êtres vivants. Et donc, comme quand même, c'est un peu lugubre de parler de la fin du monde, je me suis dit, voilà, au moins parlons de ça. Voilà, les gens qui croient à la réincarnation quelque part, ils ont raison dans cette optique-là. Et donc de la même façon, peut-être que nous sommes composés d'atomes, d'êtres vivants qui ont été dans des planètes qui orbitaient autour d'étoiles qui sont mortes avant que le Soleil ne naisse. Et comme on a du mal à se quitter soi-même, vous vous êtes amusé aussi à regarder une chose, c'est qu'est-ce qui resterait de nous finalement? Qu'est-ce qui resterait de nos activités le jour où la Terre, elle sera partie en fumée, si je puis dire, il n'y aura plus rien. Peut-être qu'elle aura été mangée par le Soleil. Qu'est-ce qui restera de l'humanité? Alors j'ai eu cette idée à cause du film Contact, parce que dans le film Contact, la civilisation extraterrestre qui contacte les terriens le fait au moment où un événement est radiodiffusé avec suffisamment de watts pour que ce soit éventuellement détectable ailleurs. Et donc je me suis livré à ce même exercice, qu'est-ce qui restera de nous? Parce qu'en fait, beaucoup de gens qui parlent de la fin du monde ne peuvent s'empêcher de dire « Ah oui, mais si on sera pas là, est-ce qu'on aura laissé une trace ?» Oui. Alors il y aura des traces pas glorieuses sur Terre quand on aura disparu. Voilà, il y aura plein d'exemples. L'ère géologique du plastique, la dissémination de matières radioactives à cause des essais nucléaires, voire d'un conflit nucléaire futur. Quelle autre trace il y aura? Il y aura des satellites qui sont loin de la Terre, qui tourneront encore et que nos successeurs dans la biosphère découvriront peut-être, notamment un qui devrait tomber intact au sol. Et donc il y a une capsule temporelle gravée sur ce satellite que nos futurs successeurs verront peut-être. Et puis alors, si on regarde vraiment très loin, qu'est-ce qui restera de nous? Si la Terre se fait happer par le Soleil, aucune trace terrestre ne restera. Et ne subsisteront que ce qu'on aura envoyé en dehors du système solaire. Donc c'est aujourd'hui les 2 sondes Voyager, les sondes Pioneer 10 et 11 et New Horizons, qui sont des objets qui vont sortir du système solaire et qui, s'ils ne font pas de mauvaises rencontres, vont orbiter pendant très longtemps autour de la galaxie et peut-être être expulsés de la galaxie. Et donc ça va perdurer assez longtemps. Expliciter le mot très longtemps. Donc, d'ici quelques centaines de milliards d'années, notre galaxie va se transformer en un cimetière cosmique. Il n'y aura plus que des cadavres stellaires. Mais tous ceux-ci seront régis par les lois de la gravitation. Et donc, qu'est-ce qui arrive à ce système sur le très très long terme, donc des milliards d'années, 10 puissance 18 années, 1 suivi de 18 zéros. Au bout d'un moment, il y a des risques de collision. Donc, le Soleil, le cadavre du Soleil risque de rentrer en collision avec d'autres objets. S'il rentre pas en collision, il va être dévié dans sa trajectoire. Et puis, il y a 2 issues possibles quand la trajectoire est déviée. Soit ça le rapproche du centre de la galaxie, soit ça en éloigne. S'il se rapproche du centre, à force, il va tomber dans le trou noir central. Et s'il s'en éloigne, il va être expulsé de la galaxie. C'est vrai pour le Soleil, éventuellement pour la Terre si elle a survécu, pour les sondes Voyager. Et donc là, l'échelle de temps, c'est 10 puissance 20 ou 10 puissance 22 années. Donc un 1 suivi de 22 zéros, donc 10 000 milliards d'années. A priori, si les lois de la physique ne changent pas, au bout de ce temps-là, statistiquement, au moins une des 5 sondes que j'ai citées devrait être expulsée de la galaxie.
et voguer dans un univers désespérément vide pendant aussi longtemps que la matière existe. Et alors, combien de temps la matière va exister, ça, pour le coup? Ça, c'est une autre question. Mais juste pour rester sur la galaxie, il y a, vous donnez une vision à un moment donné, parce que la galaxie, c'est composé de centaines de milliards d'étoiles actuellement qui s'allument, mais le taux de natalité est beaucoup plus bas qu'autrefois, puisque la galaxie a brûlé une grande partie de son gaz. C'est donc une galaxie qui a peu d'étoiles, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Et alors là, j'avais pas compris ça au début, c'est que il y a des objets qui sont pas des étoiles et qui sont des presque étoiles, qui sont les naines brunes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que dans l'univers, enfin dans la galaxie actuellement, je vais faire comme François Bayrou, je vais confondre système solaire et galaxie et univers. Ces objets sont des presque étoiles et ces presque étoiles vont alimenter les futures étoiles. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a à peu près autant d'étoiles ratées que d'étoiles réussies dans la Voie lactée. Ça c'est pas trivial, ça c'est pas connu. C'est pas connu. D'ailleurs, si on demande même à des astrophysiciens professionnels quels sont les systèmes stellaires les plus proches de nous, bah voilà, tout le monde pense à Proxima du Centaure, l'étoile de Barnard. En fait, en 3e et 4e position, vous avez 2 naines brunes que personne ne connaît parce que ça brille pas, il s'y passe rien. C'est totalement inintéressant. Ça a la taille de quoi? Alors un gros Jupiter, quand vous augmentez la masse de Jupiter, en gros vous augmentez plus la densité que la taille, et donc les étoiles ratées sont pas beaucoup plus grosses que Jupiter. Donc vous avez des milliards et des milliards de naines brunes. Et pourquoi elles sont ratées? Parce que la température centrale, quand elles se sont formées, était pas assez importante pour que ça s'allume, pour que ça brille. Pas assez puissant, pas assez massif. Voilà, c'est pas assez. Pour former une étoile, il faut amorcer des réactions nucléaires, et pour ça il faut avoir une température centrale suffisante, et pour ça il faut avoir une masse suffisante. Et quand vous êtes en dessous du seuil de masse, ça s'allume pas. Donc c'est une naine brune, qui sont des objets qui sont longtemps restés hypothétiques, puisque on prédit qu'il existe des étoiles qui ne brillent pas, donc forcément on a du mal à voir les étoiles qui ne brillent pas. Donc maintenant on sait les détecter, on les détecte essentiellement en infrarouge, ces objets qui sont chauds au sens d'une température de surface de quelques centaines de degrés. Et donc sur le très long terme, quand malgré l'immensité des distances interstellaires, les risques de collision deviennent non nuls parce qu'on attend très longtemps, une collision de 2 naines brunes qui sont pas assez massives individuellement, ça peut faire une étoile assez massive, et donc un système planétaire, et donc peut-être des astronomes qui seront bien en peine de comprendre d'où ils viennent, parce qu'ils vivront dans un univers où il y a quasiment plus d'étoiles, ils se croiront littéralement au centre du monde. Et donc en 2008, je crois, il y avait un astrophysicien américain qui avait essayé de réfléchir à ce que les astronomes du futur lointain, donc d'ici plusieurs centaines de milliards d'années minimum, pourraient éventuellement connaître de l'univers, parce qu'on sait qu'il y aura une très faible naissance stellaire à l'époque, mais très peu de traces de ce que fut l'univers. Et donc, Parce que là, je sors ce soir, à l'œil nu, il y a à peu près, s'il fait très beau, 1 à 2 milliers d'étoiles maximum. Là, ça sera quelques étoiles seulement. Alors, ça va être beaucoup moins. En fait, quand vous sortez dehors, toutes les étoiles que vous voyez sont des étoiles anormalement brillantes. L'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, vous ne l'avez pas à l'œil nu. Elle est de magnitude 12, donc elle est un facteur 100 en dessous de la visibilité à l'œil nu. Donc, toutes les étoiles que vous voyez sont celles qui offrent le meilleur compromis entre pas trop loin et anormalement brillantes. Dans un futur très lointain, j'explique qualitativement les chiffres, il y aura peut-être une centaine de naines rouges, donc d'étoiles de type Proxima du Centaure, dans la galaxie. Ce qui veut dire que la naine rouge la plus proche de nous, elle sera pas à 4 années-lumière, pas comme Proxima, elle sera à des milliers d'années-lumière. Donc ça, vraiment, vous le voyez pas. Et on se demande même si les gens s'amuseront à faire des télescopes de plus en plus puissants pour voir d'autres étoiles. Alors peut-être qu'ils le feront. Et un jour, ils découvriront qu'il y a d'autres étoiles. C'est évident pour nous qu'il y a des étoiles, mais dans le futur lointain, ce ne sera pas du tout évident. Et pour peaufiner le tableau, les galaxies ont disparu, elles aussi. Et oui, parce que l'univers est en expansion. Ça vous paraît évident, mais... Oui, non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez tout à fait raison. L'univers est en expansion, et c'est une expansion qu'on sait être accélérée depuis ça fait un quart de siècle qu'on le sait. Et donc, quand l'expansion est accélérée, la distance physique jusqu'à laquelle vous voyez des galaxies, elle est fixe. Et puis, comme c'est en expansion, dans ce volume fixe, le nombre de galaxies diminue, puisque les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres. Et donc, d'ici un certain nombre de centaines de milliards d'années, ça va dépendre de la sensibilité de votre télescope, d'ici un certain nombre de centaines de milliards d'années,
il y aura plus de galaxies visibles dans l'univers. Donc vous habiterez une galaxie dans laquelle il y aura peut-être pas beaucoup d'étoiles, mais dans laquelle vous pourrez peut-être voir des étoiles, mais vous n'aurez plus d'autres galaxies. Donc vous saurez même pas que l'univers est en expansion, puisque vous verrez rien s'éloigner de votre environnement cosmique proche. Et on va les voir disparaître petit à petit. C'est-à-dire les plus lointaines vont disparaître. Donc c'est actuellement le cas. Alors il y a des gens qui essaient de mesurer ça. C'est-à-dire vous observez une galaxie lointaine, vous mesurez son décalage vers le rouge, vous trouvez mettons 6. Bah, si vous regardez dans 10 ans, ça sera pas 6, ça sera 6,0000001. Parce que comme l'univers est en expansion accélérée, la vitesse à laquelle cette galaxie-là s'éloigne de vous augmente. C'est donc son décalage vers le rouge, qui en gros mesure de la vitesse à laquelle elle s'éloigne. C'est un peu plus subtil que ça, mais c'est l'idée. Bah, cette vitesse augmente. Et donc, la galaxie est de plus en plus rouge, elle est de moins en moins lumineuse, et au bout d'un moment, elle est tellement peu lumineuse qu'elle disparaît de votre horizon visible parce que n'en voyant plus assez de lumière. Ça, c'est valable à condition que l'expansion de l'univers continue. Qu'elle continue et qu'elle continue à être accélérée. Et qu'elle continue à être accélérée. Ce qui n'est pas sûr. Ce qui n'est pas sûr, puisque elle est accélérée en raison d'un truc qu'on appelle l'énergie noire, et les propriétés de ce truc, j'emploie volontairement truc pour insister sur le fait que, voilà, énergie noire, on croit qu'on comprend de quoi on parle, mais en fait non. On sait qu'il y a quelque chose et on ne connaît pas ses propriétés. Et on ne sait pas si ces propriétés sont constantes au cours du temps, auquel cas l'expansion accélérée va se poursuivre au même rythme qu'aujourd'hui, ou si ça va fluctuer. Si ça fluctue, soit l'expansion est de moins en moins accélérée, voire décélère, voire s'arrête et donne naissance à une contraction et un big crunch. Ou alors il y a la version plus catastrophiste où ça accélère de plus en plus, et si ça accélère de plus en plus, ça finit aussi très mal. Je veux revenir sur la version où ça se freine et puis ça revient, ce que vous appelez le big crunch. C'est pas quelque chose qui est complètement exclu aujourd'hui de par les observations. Alors, les observations ne voient pas d'évolution dans le comportement de cette énergie noire, ou en tout cas ce qu'elles voient est compatible avec pas d'évolution. Donc s'il n'y a pas d'évolution, effectivement, l'expansion sera en permanence accélérée et ça nous assure un univers éternel. D'où les échelles de temps délirantes dont j'ai commencé à parler. Mais si ces propriétés devaient changer au bout de durées très longues que l'on ne peut pas tester aujourd'hui, alors évidemment, la dynamique de l'expansion pourrait changer, puisque comme l'expansion est impulsée par quelque chose qu'on ne connaît pas, évidemment, on est obligé de faire des hypothèses. Et donc il y a des hypothèses que j'essaie de poser dans le livre. Voilà ce qui fait que l'univers peut continuer à exister, et voilà ce qui pourrait faire qu'un jour il n'existera plus. Voilà. Et donc évidemment, il est difficile. Voilà. On est dans les sables mouvants là quand même. Oui, et Niels Bohr, qui est un des fondateurs de la mécanique quantique, disait, c'est devenu un proverbe au Danemark, il est difficile de faire des prédictions, surtout quand ça concerne l'avenir. Et donc, en tant que physicien, il dit, moi je connais les lois de la physique, et donc je peux dire ce qui va se passer quand je fais une expérience. Mais ce qui va se passer sur le très long terme, c'est quand même fichtrement difficile. Ouais. Mais vous vous dites tout le temps, il n'y a rien qui résiste au temps. C'est-à-dire, si on se donne le temps, quand ça finira toujours par arriver à un moment donné. Voilà, c'est ça. Un événement improbable, c'est une certitude qui prend son temps. Je suis très fier de cette phrase. Voilà, donc je la dis parce que c'est pas mal, c'est très bien ça. Ouais, c'est bien. Et oui, c'est ça. Si vous avez une chance sur 1 million de gagner au loto, même si vous jouez toute votre vie, vous allez jouer quelques milliers de fois, vous n'allez pas gagner. Maintenant, si vous êtes immortel, au bout d'1 million de tirages, vous allez gagner. Au bout de 1 million, 2 millions de tirages, donc 1000 milliards de tirages, vous aurez gagné 1 million de fois. Et une des fois où vous aurez gagné juste après. Parce que à chaque tirage qui suit la fois où vous avez gagné, vous avez 1 million de chances de gagner à nouveau. Donc si vous faites 1 million, 2 millions de tirages, forcément, statistiquement, vous allez gagner 2 fois d'affilée à un moment. Et donc si vous faites 1 milliard de tirages, vous allez gagner 3 fois d'affilée au moins une fois. Ce qui est impossible parce que trop improbable, ça devient en fait certain si vous attendez longtemps. Je pense qu'on va vous embaucher pour la franchise des jeux. Non mais j'ai eu cette idée dans un film que j'avais vu. C'était un film américain sur un gars pas très clair qui avait des casinos. Et à un moment, il débranchait l'électricité dans le casino parce que quelqu'un venait gagner 2 fois le jackpot à une machine à sous. Et le gars dit, je sais pas quelle est la probabilité, mais c'est pas possible, il a dû tricher. Et il avait parfaitement raison à son échelle de temps. C'est pas possible qu'en
2 ans de casino, quelqu'un gagne 2 fois le gros lot. Mais sur une échelle de temps infinie, ça va forcément arriver. Ça Et le directeur du casino aura pas de chance, mais il sera ruiné. Voilà. Alors, parmi ces échelles de temps infinies, il y a une question fondamentale, mais elle est, je dirais, du ressort du physicien comparé à l'astrophysicien, mais vous êtes astrophysicien. C'est la stabilité de la matière. C'est la matière elle-même, ce qui nous compose, les atomes, les protons, les électrons, enfin tout ce qui est autour là. Est-ce que ça vit toujours? Est-ce que c'est éternel? Ben, on sait pas. Le seul moyen de savoir, c'est d'attendre. Et donc, voilà, on pourra jamais savoir. Parce que dans James Bond, les diamants sont éternels. Voilà, non, c'est pas les diamants qui sont éternels. Donc, c'est moins glamour, le truc qui est éternel. Vous verrez à la toute fin du livre. On ne sait pas si la matière est éternelle. Et la raison pour laquelle on ne sait pas, c'est que ce que l'on sait de la physique des particules, c'est décrit par un truc qu'on appelle le modèle standard. Ce modèle standard prédit que le proton est une particule inconditionnellement stable, c'est-à-dire il ne peut pas se désintégrer en quoi que ce soit. Mais en fait, le modèle standard, on sait que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la physique des particules, puisque le modèle standard ne prédit pas l'existence de la matière noire, il ne prédit pas l'existence de l'énergie noire, et si vous ne croyez pas que la matière noire et l'énergie noire existent, il ne prédit pas la masse des neutrinos, qui elle est observée de façon certaine. Donc on sait que le modèle standard est une description imparfaite du monde. Et quand vous essayez de voir par quoi il faudrait remplacer le modèle standard pour proposer quelque chose de plus exact, ça se traduit souvent, pas toujours, mais souvent par le fait que le proton devient une particule instable. Mais sur des échelles de temps très longues. Et malheureusement, en laboratoire, voilà, si vous pouvez pas attendre 10 puissance 35 années pour voir un proton se désintégrer, voilà. Mais vous pouvez peut-être regarder 10 puissance 35 protons pendant 1 an et regarder s'il y en a un qui se désintègre. Oui. Et donc, si vous n'en voyez pas se désintégrer, vous direz, l'espérance de vie du proton, c'est supérieur à 10 puissance 35 années. Et on a fait cette expérience. On a fait cette expérience, sauf que, si ça se trouve, au bout de 10 puissance 36 années, il se désintègre. Donc, il faudrait avoir une expérience 10 fois plus grosse, ou faire tourner la même expérience 10 fois plus longtemps pour savoir. Donc, il y a qu'à attendre rendez-vous dans 10 ans. Sauf que si l'espérance de vie du proton, c'est pas 10 puissance 35 ou 36 années, mais c'est 10 puissance 90 années, en fait, vous pouvez montrer que aucun des protons de aucune des galaxies de l'univers observable ne s'est désintégré statistiquement depuis que l'univers existe. Donc même si vous pouviez observer tous les protons de l'univers et voir, celui-là, il s'est désintégré, en fait, si l'espérance de vie est supérieure à l'âge actuel de l'univers multiplié par le nombre de protons accessibles au télescope, vous savez pas. Et vous ne saurez jamais. Donc, on ne pourra jamais savoir. On pourra éventuellement prouver que la matière est instable, mais on ne pourra pas prouver qu'elle est éternelle. Ouais. Ça veut dire que la Terre pourrait encore être là si elle a échappé à... Voilà, si elle a échappé à tous les écueils, si elle n'a pas été happée par le Soleil, si elle n'est pas tombée dans le trou noir central de la galaxie, si elle s'est pas pris une autre planète ou un autre cadavre stellaire avant d'être expulsée de la galaxie, elle pourra être expulsée de la galaxie. Si elle n'est pas tombée dans le trou noir central de la galaxie, qu'est-ce qui se passe si elle tombe dans le trou noir central de la galaxie? Elle est détruite. Elle est détruite par la fameuse spaghettification chère à Stephen Hawking. Quand si vous imaginez que vous plongez cet été dans votre piscine, votre tête est plus proche du centre de la Terre que vos pieds, et donc votre tête est un peu plus attirée par le centre de la Terre que vos pieds. Donc si ce gradient d'intensité du champ de gravité était plus fort, ça aurait tendance à vous étirer littéralement, ça serait très inconfortable. Et c'est ce qui se passe quand vous êtes au voisinage, voire dans un trou noir. Et donc tout objet macroscopique qui tombe dans un trou noir est détruit soit avant de rentrer dedans, soit une fois dedans. Donc ça finit mal pour vous. De toute façon, quand vous êtes dans le trou noir, vous ne pouvez pas sortir. Donc même si vous n'étiez pas détruit, vous ne pourriez pas faire grand-chose. Et le trou noir, lui, qu'est-ce qu'il devient? Il est éternel? Non plus. Non plus, d'après les calculs de Stephen Hawking, les trous noirs s'évaporent, mais ils s'évaporent très lentement. Donc, alors ça veut dire quoi très lentement? Ça veut dire minimum 10 puissance 67 années. D'accord? Donc 1 suivi de 67 zéros, c'est-à-dire 10 000 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années. Au bout de ce temps-là, un trou noir de quelques fois la masse du Soleil, donc voilà, le trou noir qui sera issu peut-être de l'explosion de Betelgeuse en supernova. Au bout de ce temps-là, ce trou noir-là s'évapore. Et les trous noirs plus massifs s'évaporent beaucoup plus lentement, c'est pas comme le cube de la masse, donc 10 puissance 100 années pour les trous noirs centraux des galaxies.
Et donc, voilà, au bout de 10 puissance 100 années, tous les trous noirs ont disparu. Ou 10 puissance 110, hein, si vous voulez. Et la matière sera peut-être là si elle est plus stable que cette durée-là, ou ne sera déjà plus là si elle est moins stable. Et donc, si la matière est inconditionnellement stable, la Terre survivra à l'évaporation de tous les trous noirs. Ouf. J'ai découvert en vous lisant que 10 puissance 100, ça avait un nom. Ouais. C'est Google. Google, ouais. Je savais pas. Google, c'est 10 puissance 100. Et c'est un mathématicien des années 30. Des années 30 qui a demandé à son neveu, ou à son fils, je sais plus, son neveu, si je me souviens bien. Il faudrait trouver, un nombre à 100 zéros, un suivi de 100 zéros, faudrait trouver un nom. T'en penses quoi? Et donc, le gamin qui avait 8 ans, il dit, il invente un mot un peu enfantin, c'est Google. Et dans votre moteur de recherche favori, ça s'appelle comme ça à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup de données dans le moteur de recherche. Et il n'y a pas de droit d'auteur. Parce que là, ça pourrait se compter en milliards maintenant. Ah oui. Non, on revient en milliards, hein, mais... je sais pas. Enfin, il avait 8 ans dans les années 30, donc s'il est mort il y a moins de 75 ans, il peut peut-être... ses ayants droit peuvent peut-être revendiquer... mais bon, c'est un mot du langage courant, et donc il est dans le dico. Je sais pas si le langage peut être breveté. Au bout du compte, parce que je sais pas, je vais exprimer quelque chose de très personnel, mais à lire, à vous lire, je voyais que petit à petit tout se dissolvait. Et vous le dites très bien, vous dites l'univers devient noir, devient froid, devient sinistre, on voit plus rien ne bouge. Ou si ça bouge, parce que ça bouge toujours de toute façon, même si c'est un événement qui a lieu tous les 100 milliards d'années, ce qui est invraisemblable, il va quand même évoluer un peu, il sera jamais complètement mort, ou s'il est complètement mort, c'est parce que la matière disparaîtra elle-même et il n'y aura plus rien. C'est un drôle de sensation. Comment vous l'avez vécu, vous, en l'écrivant et en constatant que, vous le dites, on vit une période formidable, mais qu'est-ce que ça vous a donné comme sentiment ? J'avais pas envie que ce soit trop lugubre, et donc j'espère que le livre n'est pas trop lugubre. Oh, pardon. D'ailleurs, non, mais Non, c'était pas lugubre, mais... c'est pas forcément facile de parler de la fin. Ouais. D'ailleurs, il y a... On fête cette année les 100 ans de Camille Flammarion, et Camille Flammarion, qui lui avait réfléchi à la fin de la vie sur Terre, alors suivant un scénario dont j'explique pourquoi il était faux, mais peu importe. Il disait, ah mais oui, mais c'est triste quand même... tous les amours passés vont disparaître, le souvenir de... donc c'est vrai, oui, faut accepter que on soit de passage ici, et qu'il y ait des choses après nous, et des échelles de temps différentes. Pourquoi on trouve que la seconde, 10 minutes, ça peut être long des fois, un an à attendre avant la prochaine augmentation, c'est bon. Mais ce sont des échelles de temps très terrestres, d'ici, au bout de X milliards d'années, l'échelle de temps typique dans la galaxie, ça sera une collision entre deux cadavres stellaires qui fera une supernova. Ça sera une fois tous les 100 milliards d'années. Voilà. Le tic-tac des secondes, ça sera le tic-tac des supernovas, mais tous les 100 milliards d'années. Et en même temps, Alain, vous avez un réveil qui est extraordinairement... Vous dites, mais de toute façon, tout est possible et il peut exister alors, je vais utiliser mes mots à moi, mais un autre monde, un autre univers qui est différent du nôtre et qui est lui aussi tout d'un coup en expansion. Et cet univers, on ne le verra pas arriver. D'ailleurs, la seule chose que l'on sait, c'est que on sera surpris. Aujourd'hui, on voit la galaxie d'Andromède, elle est à 2,5 millions d'années-lumière. Donc, on sait qu'elle était vivante encore il y a 2,5 millions d'années. Les étoiles encore aussi, quelques dizaines, quelques centaines d'années. Mais tout d'un coup, tout pourrait disparaître quand on pourrait être absorbé par un autre univers. Ouais. Alors, c'est la fameuse hypothèse du multivers dont vous avez entendu parler. L'idée, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les paramètres de la physique des particules sont ceux qu'ils sont. On ne sait pas pourquoi le proton est 1836 fois plus massif que l'électron. C'est comme ça. Et des gens qui ont réfléchi à essayer de trouver pourquoi, ont envisagé comme réponse possible que littéralement tous les mondes étaient possibles, et que le jeu de lois physiques que nous observons dans ce que nous appelons l'univers, qui est en fait la partie observable de l'univers, pourrait être différent ailleurs, très loin, en tout cas au-delà de portée de nos télescopes. Et donc dans le langage des physiciens des particules, il y a plusieurs vides
différents dans l'univers, chacun étant régi par un jeu de lois physiques différentes. Et le truc, c'est que ces vides ne cohabitent pas bien entre eux. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui va bouffer l'autre, et on ne sait pas si le nôtre est plus stable que celui du voisin. Et donc, si le vide voisin du nôtre est plus stable, il est en train de nous engloutir à la vitesse de la lumière. Et donc, il est en train d'engloutir tous les objets que nous voyons à la vitesse de la lumière. Et donc, sans le moindre signe avant-coureur, nous pourrions disparaître d'un coup. Parce que d'un coup, on se retrouverait dans un espace à 5 dimensions où le proton ne serait pas stable, où l'électron serait 300 fois plus massif que le neutron. Enfin, voilà, tout est fait. Et il n'y a rigoureusement aucun signe avant-coureur de ça, puisque l'Armageddon cosmique se déplace à la vitesse de la lumière, donc la lumière ne vous annonce pas que ça vous arrive dessus, donc vous disparaîtrez d'un coup sans douleur. Et donc ça pourrait arriver demain, comme ça pourrait n'arriver jamais, donc j'espère, voilà. Bon, je pense que ça ne va pas arriver demain, ça serait pas de chance. Mais on peut pas logiquement exclure ça. Voilà. Est-ce que la faiblesse de votre raisonnement, je dis de façon large sur la fin les fins du monde, c'est finalement, vous nous dites, la science c'est un ensemble de choses, mais il y a beaucoup de mystères. En gros, 96% de l'univers est inconnu entre matière noire et énergie sombre. Mais en même temps, on va utiliser nos connaissances actuelles pour essayer d'imaginer le futur. Et on se rend compte que un pouillème change et tout le futur change. Dans certains cas, oui. Donc, vers la fin, c'est de la fiction, au début, c'est de la science. La science, c'est déduire des choses à partir d'hypothèses. Et quand vous réfléchissez à très long terme, il faut bien avoir conscience des hypothèses que vous utilisez. Mais changer les hypothèses? Changer les hypothèses, c'est changer le déroulé de l'histoire, effectivement. Et donc, j'ai essayé de dire, voilà, les échelles de temps que j'ai données sur l'évaporation des trous noirs, ça présuppose que l'univers existe encore dans 10 puissance 100 années, ça présuppose que les lois de la physique n'ont pas changé, et on ne peut pas être sûr de ça, effectivement. Mais vous êtes sûr jusqu'à quelle échéance? Alors, c'est une bonne question. Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler dans le livre parce que mon éditrice voulait pas que je fasse trop long non plus. Quelle est la plus vieille expérience de physique terrestre? Est-ce que vous la connaissez? Non. Alors, les gens sont pas d'accord entre eux. La plus connue, la plus connue parmi les expériences de laboratoire, c'est l'expérience de la goutte de pois. Donc, oui. La pois, c'est une résine qui, à température ambiante, vous pouvez la casser au marteau. Donc, ça a l'air d'être un solide. Mais en fait, quand vous chauffez la poix, c'est liquide, et puis vous vous rendez compte, c'est de plus en plus visqueux, et vous n'avez pas de transition à l'état solide. Donc, la poix est un liquide extrêmement visqueux. Et donc, si vous mettez de la poix dans un entonnoir, ça va couler. À raison de une goutte tous les 13 ans, comme on l'observe depuis 90 ans dans une expérience qui est dans une université australienne. Donc voilà, c'est une expérience de laboratoire vieille de pas encore un siècle. Mais alors, l'expérience physique la plus vieille sur Terre, d'une certaine façon, c'est un ancien réacteur nucléaire naturel qui a été trouvé dans une mine d'uranium au Gabon, dans la région d'Oklo. Et donc aujourd'hui, si vous prenez un gros morceau d'uranium, il ne se passe rien parce que ce qui initie la réaction en chaîne, c'est l'uranium-235, et l'uranium-235 est plus radioactif que l'uranium-238. Donc au départ, il y avait uranium-235 et 238 en quantité égale, et puis à mesure que le temps passe, il y en a un qui disparaît beaucoup, alors que l'autre disparaît lentement. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous balader avec un gros morceau d'uranium, vous n'avez pas provoqué une réaction en chaîne. Mais si vous remontez 2 milliards d'années en arrière, si vous avez une concentration d'uranium suffisamment grande, alors vous aviez la masse critique et vous aviez un réacteur nucléaire naturel. Et on a retrouvé complètement par hasard, dans une mine d'uranium exploitée, les restes d'un ancien réacteur naturel d'uranium qui a fonctionné il y a 1,8 milliard d'années. Et on a retrouvé les produits de fission à l'endroit où se trouve le réacteur. Donc, ce qui prouve que l'enfouissement des déchets nucléaires, c'est possible, puisque les produits de fission sont à l'endroit où ça s'est produit. Et on constate que les produits de fission sont identiques aux produits de fission que l'on a aujourd'hui dans nos réacteurs à nous. Donc, on sait que les lois de la physique nucléaire n'ont pas changé, parce qu'on observe 1,8 milliard d'années après les mêmes produits de fission que ceux que l'on observe aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que c'est quasiment une expérience de laboratoire, ça s'est produit dans un volume confiné de 1 mètre cube, c'est vraiment très petit. Et les lois de la physique, en tout cas de la physique nucléaire, n'ont pas changé d'un iota depuis cette époque-là. Donc ça nous laisse quand même un bon espoir que les lois physiques n'ont pas du tout changé.
évidemment c'est une extrapolation, mais on a quand même un bras de levier temporel de presque 2 milliards d'années, ce qui est pas mal. Et donc, ça nous donne le droit de considérer comme raisonnable l'hypothèse selon laquelle ça ne va pas changer du tout dans le futur. Et donc, c'est la raison d'être de ces livres. Vu qu'on a de bonnes raisons de penser que ça ne va pas changer, voilà ce qui se passera si ça ne change pas. Ah, il y a une chose qui m'a beaucoup amusé, c'est que vous vous demandez qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer qui resterait, mais alors à un temps absolument invraisemblable. C'est pour ça que je parlais des diamants qui sont éternels. Qu'est-ce qu'on pourrait, nous, aujourd'hui, laisser sur la Terre, dont on est sûr que dans des milliards et des milliards et des milliards d'années, ça sera toujours là? Alors sur la Terre, rien, parce que sur la Terre, tout s'altère, mais la façon dont il faut voir les choses, c'est un objet qui est parfaitement isolé dans l'espace risque d'évoluer. Il y a toujours une chance non nulle que votre montre, vous-même, vous transformiez en trou noir, comme ça, sans crier gare, à cause de l'effet tunnel en mécanique quantique. Donc, bon, statistiquement, ça ne vous arrivera pas aujourd'hui, mais si vous avez l'éternité devant vous, ça arrivera. Donc, tout, potentiellement, est susceptible de se transformer en trou noir, et donc tout va se transformer en trou noir. Sauf les choses qui ne peuvent pas se transformer en trou noir, et de ce que l'on comprend des trous noirs, vous ne pouvez pas fabriquer des trous noirs de masse arbitrairement faible. Donc, un objet de très faible masse ne se transformera pas en trou noir, et si la matière qui le compose est stable, donc si le proton est stable, ce qu'on ne sait pas avec certitude, cet objet-là est éternel. Mais pour ça, pour qu'il soit éternel, il ne faut pas qu'il évolue depuis sa formation, donc il faut qu'il soit déjà dans l'état le plus stable possible. La forme de matière la plus stable, c'est du fer. La forme la plus stable, c'est la sphère, donc une petite bille de fer, de pas beaucoup de dixième de millimètre de diamètre. C'est cet objet, si vous l'envoyez loin de la galaxie, qui va voguer dans le milieu, dans l'univers sans rien rencontrer, de lui-même, il ne changera jamais. Et donc, si est éternel, ce ne sont pas les diamants, mesdames, ce sont des petites billes de fer. Mais alors, messieurs, n'offrez pas des petites billes de fer à madame, parce que, à mon avis, elle va pas être sensible à la poésie avec votre livre. astrophysique. Oui, je ne garantis pas les scènes de ménage qui pourraient découler de cette décision. Voilà. Mais c'est génial. Oui, il y a quelque chose qui survit, et quelque part, c'est presque rassurant. Ouais. Voilà. Je voudrais revenir sur l'idée de la fin du monde, parce que c'est une idée qui, je dirais, transcende les époques. Il y a en ce moment une exposition à la BNF, donc Bibliothèque François Mitterrand, sur l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, pour le conte, c'est associé à l'imaginaire de la catastrophe. C'est évidemment d'abord le récit biblique Oui. de la révélation, mais c'est toujours accompagné d'un grand nombre de fléaux, les cavaliers, des tas de signes, etc., qui sont que ça marque un changement de temps, mais c'est la fin d'un temps, c'est pas la fin des temps. Et est-ce que finalement notre perception de l'avenir, c'est aussi d'imaginer la fin d'un temps pour mieux renaître? Alors, j'ai pas lu beaucoup de réflexions scientifiques là-dessus, mais je me souviens d'un livre qui était paru il y a une bonne quinzaine d'années d'un astrosphysicien que je connaissais pas, qui était brésilien, Marcelo Gleiser, et lui défendait l'idée que notre conception de la physique, avec cette idée de théorie du tout, d'une théorie unique qui décrit, qui unifie toutes les forces, en fait, c'était une sorte de scorie de la pensée judéo-chrétienne avec un seul Dieu créateur, etc. Et lui, il disait toutes ces histoires d'unification en physique des particules, c'est du pipeau, c'est juste parce qu'on est chrétien, mais si on avait été bouddhiste avec des univers cycliques, on n'aurait peut-être jamais pensé à ça. Donc peut-être que effectivement on est inconsciemment influencé par ce récit qui est marquant. Et donc dans l'exposition de la BNF, alors je n'y suis pas allé, vous y êtes allé, donc vous me corrigerez si je dis pas de bêtises, mais dans la Bible, l'univers a un début et une fin décidée par Dieu. Mais vous avez des tas de cosmogonie, vous avez des univers cycliques, vous avez des univers éternels. Donc la fin des temps, au sens culturel du terme, c'est quelque chose de très lié au récit biblique. Oui.
et qui nous influence forcément un peu. Le mot apocalypse, il est dans le... Enfin, il nourrit un le espoir courant. très lumineux que le monde va changer et Alors oui, ça dépend. L'apocalypse au départ, c'est la révélation, c'est ce que ça veut dire, donc c'est pas forcément Ouais. un mauvais signe. Les signes avant-coureurs de l'apocalypse, c'est Dieu qui commence à faire le ménage, donc il se débarrasse des méchants et les gentils sont épargnés. Donc si l'apocalypse arrive et que vous êtes un bon chrétien, a priori, vous n'avez pas à avoir peur. Alors que l'apocalypse, au sens physique du terme, voilà, s'il y a une étoile qui rentre en collision avec le soleil, voilà, là, ça se passe mal. Que vous soyez gentil ou méchant, vous allez y passer. Donc c'est un peu différent. Ouais. C'est un peu différent. Mais la différence fondamentale, c'est que dans le récit religieux, qu'il soit biblique ou pas, tout ça est dirigé. Il y a une morale, il y a une volonté, etc. Alors que les lois de la physique n'ont a priori pas d'intentionnalité. Elles sont irréversibles, mais ne sont pas dirigées. Donc c'est ça la différence. Sauf que nous, aujourd'hui, nous avons la puissance de l'autodestruction et nous sommes nous-mêmes nos propres cavaliers de l'apocalypse. Oui, alors il y a des gens il y a des religieux qui réfutent ça. Vous avez des groupes religieux qui ne croient pas au réchauffement climatique, précisément parce qu'ils disent Dieu ne saurait avoir donné à l'homme le pouvoir de sa propre destruction. Donc vous avez des sortes de passerelles entre les complotistes habituels qui nient le réchauffement climatique, les lobbies industriels, et certains groupes religieux un peu fondamentalistes qui, pour des raisons différentes, nient la possibilité de la fin que nous nous sommes donnée. Mais oui, nous sommes donnés la possibilité d'influer sur le futur de l'habitabilité de la Terre. Et c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans la presse grand public depuis les années 1910, 1915. J'ai trouvé le premier article de presse qui parle de ça, qui a d'entrefilé de quelques lignes dans un journal local néo-zélandais. C'est le premier qui dit, bah oui, à force de brûler du charbon, on va peut-être mettre trop de CO2 dans l'atmosphère. Mais ça, c'est une pensée récente. Le fait qu'on soit responsable de notre fin, non pas par une punition biblique, Dieu qui est pas content de ce qu'on fait, comme à l'époque du déluge, mais parce que on a une influence macroscopique sur le climat, c'est une prise de conscience récente. Parce que vous parliez de Flammarion tout à l'heure, dont on fait le centenaire de la disparition. Flammarion lui-même se pose la question à travers un certain nombre d'articles et d'ouvrages sur la fin du monde. Et il n'envisage pas complètement non plus comme la disparition, je dirais, de l'espèce qui devient surpuissante. C'est plutôt la collision des mondes en ce qui le concerne. Ouais, Flammarion, disons à la fin des années, à la fin du XIXe siècle, on sait que le soleil va s'arrêter de briller. On ne peut pas tirer une quantité infinie d'énergie à partir d'une quantité finie de matière. Donc ça va s'arrêter. On commence à élaborer des scénarios sur la fin du monde. Et à l'époque, on pense plutôt qu'on va mourir de froid, parce que si le soleil s'arrête de briller, forcément il va faire froid. On pense pas que, à mesure que les réserves du soleil s'amenuisent, il est de plus en plus brillant, qu'il hâte sa fin. Et donc lui, il pense qu'on pourra mourir de froid, mais il dit mais c'est pas grave, une fois qu'on sera plus là, la vie apparaîtra ailleurs, la vie est éternelle. Et sans même forcément s'en rendre compte, il passe d'un discours scientifique rigoureux pour les standards de l'époque, se disant voilà, s'il fait froid, on va. En fait, il invente un truc génial, il invente les réfugiés climatiques. Il se dit si la Terre devient de plus en plus froide, on va tous migrer à l'équateur. Donc il se trompe dans le sens de la migration, mais il a raison. Alors le mot réfugié climatique n'est pas écrit, à ma connaissance dans le CD, mais il invente le concept. Il se dit oui, les gens de l'équateur creuseront peut-être la calotte polaire au-dessus de Rome pour trouver les ruines de l'Empire romain. Enfin, voilà, il s'imagine des choses comme ça. Et oui, Camille Flammarion s'imagine ce que pourrait être la fin, et il émet le souhait, sans dire que c'est son souhait personnel, qu'en fait la vie est éternelle. Mais bon, vous savez, j'imagine que vous avez parlé, vous avez parlé de Flammarion. Oui. Sur la fin de sa vie, il faisait tourner les tables, il était très très mystique, et ça longtemps avant qu'il fasse ça se ressent dans des articles qu'il a écrits 30 ans plus tôt, où il commençait à dire oui, même si la vie disparaît, elle subsistera ailleurs. Ouais. Il avait envie que ça dure. Il faisait tourner les tables et tout. Voilà. Bon. J'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que finalement l'avenir est inconnaissable parce que ça
échappe à l'expérience. Vous qui êtes un scientifique et qui vous basez sur des observations. Alors les observations, je pense, là, c'est pain béni dans le ciel parce qu'on voit des étoiles naître, on en voit mourir, on voit des planètes naître, on les voit disparaître, on a toutes les traces. Vous avez tous les schémas d'évolution. Vous n'avez pas à attendre 5 milliards ou 10 milliards d'années pour que ça se passe. Donc vous l'avez sous les yeux, mais l'avenir, vous ne l'avez pas sous les yeux et c'est pas sujet à expérience. Non, enfin, c'est même une discussion philosophique qui a perduré pendant des décennies. La cosmologie, c'est-à-dire la discipline qui étudie l'univers dans son ensemble. Un, vous n'avez qu'un seul sujet, l'univers, vous n'en avez pas plusieurs. Et deux, vous pouvez pas faire d'expérience de laboratoire. Donc pendant longtemps, les gens disaient la cosmologie, ce n'est pas une science, parce qu'il n'y a pas d'expérience possible. Donc aujourd'hui, bon, c'est de la mauvaise philosophie, cette argumentation. On peut dire des choses sur l'histoire passée de l'univers et sur l'évolution future à moyen terme. Au bout d'un certain temps, effectivement, les certitudes s'évanouissent peu à peu, c'est vrai. Oui, puisque vous savez qu'on dit que moins il y a de physique, plus il y a de métaphysique. Exactement. Mais c'est pour ça que j'espère avoir réussi à dire sous quelles hypothèses les choses que je raconte sont susceptibles de se produire et si vous posez bien les hypothèses, vous avez forcément raison. Soit les hypothèses sont valides et vous êtes confirmé par l'expérience, soit vous n'êtes pas confirmé par les expériences parce que votre hypothèse de départ était incorrecte. Donc en principe, si vous êtes prudent, à défaut d'avoir raison, vous n'avez pas tort. C'est déjà pas mal. Alors je voudrais faire 2 choses pour conclure. D'abord, encourager tout le monde à lire donc 10 scénarios pour la fin du monde, donc, qui est paru chez Tana Édition. Et je vous ai gardé une phrase d'Antonin Artaud, c'est plus qu'une phrase d'ailleurs, c'est une conclusion pour moi. Antonin Artaud écrivait « Ce qui est grave est que nous savons qu'après l'ordre de ce monde, il y en a un autre. Quel est-il ? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles est justement l'infini. Et qu'est-ce que c'est que l'infini ? Au juste, nous ne le savons pas. C'est un mot dont nous nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Merci beaucoup Alain. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.